Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Salut Aude, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui du coup pour le deuxième épisode de Vous êtes sensationnel, du coup le podcast de Sens Cosmétique. Déjà ma première question, ben, forcément c'est un peu toujours la même. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors déjà, bonjour Clara. Je te remercie beaucoup de me recevoir pour partager ce moment avec toi. Moi, donc, je m'appelle Aude Darras et je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement de la maladie, l'aquasophrologie et je suis également sophrologue référent du pôle sophrologie et acouphènes. Donc, ce qui m'a amenée à faire de la sophrologie, en fait, depuis petite, je suis fascinée par tout ce qui se rapporte aux sciences humaines, aux neurosciences. Et ça a commencé très tôt avec l'étude du mensonge et la psychologie des tueurs en série. Et, Sympa. ouais. Et en fait, je passais tout mon temps libre à étudier la psychologie, l'anthropologie, la criminologie quand j'étais petite. Et en parallèle, j'explore tout ce qui touche au domaine de l'art, la littérature, le yoga, parce qu'en plus, j'adore créer. Donc, avant de me lancer dans la sophro, j'ai eu un parcours assez varié où j'ai travaillé dans le journalisme, le milieu artistique, l'aide à la personne, la restauration. Et après, j'ai eu un parcours dans l'armée de terre pendant 7 ans. Donc, autant te dire que le stress, je l'ai exploré, expérimenté sous toutes ses formes. Et en fait, à un moment donné où ça n'allait ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle, j'ai claqué un burn-out. Et sur le plan thérapeutique, ça a été le parcours du combattant. Donc, la guérison, si je puis dire, elle a été très longue, le plus souvent un peu en solitaire. Et c'est une expérience qui a été un déclic pour moi pour entreprendre une carrière dans la sophrologie. Déjà parce que j'étais plus en capacité de reprendre le travail que je faisais, parce qu'on sait que dans le cas du burn-out, il faut sortir la personne de son cadre actuel, sinon il y a des rechutes. Et ces difficultés que j'ai traversées ont eu un impact positif, parce que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que d'autres personnes sont dans la même situation que moi et que j'avais la possibilité de les aider. Mhm. Donc la sophrologie, elle m'a, moi, énormément aidée et je voulais à mon tour améliorer la qualité de vie des gens par cette méthode. C'est un métier qui faisait sens pour moi et puis en plus qui permet d'intervenir dans de nombreux domaines. Donc c'est comme ça qu'en 2019, j'ai tout lâché pour étudier la psychologie positive et intégrer l'Institut de formation à la sophrologie de Strasbourg. Ok, c'est marrant parce que au plus je rencontre des praticiens, au plus je me rends compte que ce qui leur a fait changer de voie, c'est un peu toujours un événement de la vie stressant ou enfin, une prise de conscience en fait qu'ils ont eue. Donc c'est marrant de voir que ça se vérifie de plus en plus, quoi. Super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans tes mots et à ceux qui ne connaissent rien du tout, ce que c'est la sophrologie? Oui, alors le problème avec la sophrologie, c'est que c'est toujours un défi à définir, dans la mesure où c'est avant tout quelque chose qui se comprend par l'expérimentation. Pour parler un peu des origines, le fondateur de la sophrologie s'appelle Alfonso Caicedo. Donc, c'est un docteur en médecine et en chirurgie qui a choisi les spécialités de neurologie et de psychiatrie et qui donc était professeur à la faculté de Madrid. Et lorsqu'il était médecin psychiatre, Caicedo était révolté par les techniques employées au sein des structures psychiatriques qui, dans les années 50-60, étaient axées autour des comas insuliniques et des chocs électriques. Mhm. Donc, il avait déjà entrepris de nombreux travaux scientifiques sur l'hypnose classique qui, selon lui, ont montré certaines limites. Donc, il a commencé à entreprendre une véritable étude des phénomènes de la conscience parce qu'en fait, il se demandait comment on pouvait atteindre un état de conscience modifié sans mettre en péril l'intégrité du patient. Mhm. Donc, c'est en 1960 que le professeur Caicedo crée le terme sophrologie et fonde le premier département de sophrologie clinique dans le service neuropsychiatrique à Madrid. Donc la sophrologie, c'est une méthode,
qui s'établit sur la base de protocoles personnalisés avec des outils spécifiques comme les exercices de relaxation dynamique, la sophronisation, le travail de respiration, et tout ça synthétisé en quelque sorte par diverses influences comme le training autogène de Schultz, la relaxation de Jacobson, l'hypnose, mais aussi le yoga, le zen, le bouddhisme tibétain, etc. Donc, c'est une science de la conscience qui permet de retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit, en mobilisant les ressources de la personne. La sophrologie, c'est avant tout un mode de prévention. On a tendance à négliger cet aspect et pourtant, le but, c'est de ne pas attendre de tomber malade pour réagir. Comme c'est clairement énoncé d'ailleurs dans la médecine traditionnelle chinoise, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou de faiblesse, mais aussi une bonne condition mentale. Et votre conscience, elle vous permet de réfléchir, de prendre des décisions, de recevoir des informations, d'interagir avec l'environnement, de ressentir des émotions aussi. Et grâce à un entraînement spécifique, la sophrologie va travailler sur la conscience pour vous amener à cet équilibre corps-esprit. Donc le rôle du sophrologue va être de vous guider pour acquérir une meilleure connaissance de vous-même et donc d'atteindre des objectifs que vous pouvez vous fixer. En bref, la sophrologie, c'est utiliser la conscience comme stratégie du bonheur. Alors, je vais juste expliquer rapidement, parce que là, j'ai utilisé deux mots du jargon, donc la relaxation dynamique et la sophronisation, mais on ne peut pas passer à côté parce que c'est des exercices qui sont fondamentaux en sophrologie. Donc, la relaxation dynamique, c'est des mouvements doux qui sont associés à une respiration contrôlée inspirée du yoga. Alors, pourquoi faire? Imaginez un lieu où vous pouvez rentrer quand vous le souhaitez, un lieu où vous pouvez vous ressourcer, recharger vos batteries, prendre du recul sur une situation, créer des projets, et ça à n'importe quel moment. Ce lieu, ce refuge, c'est vous-même. Et la relaxation dynamique, c'est un moment simple et conscient qui offre une pause au corps, au cœur et à l'esprit. On a tendance à chercher le réconfort, l'aide ou le bonheur à l'extérieur, parce que la plupart du temps, on ignore nos ressources intérieures. Ces exercices, ils montrent comment il est possible de créer nous-mêmes des sensations agréables pour retrouver quelque chose dont on a besoin à l'instant T. Donc au début, c'est bien de pratiquer dans un endroit calme pour faciliter l'apprentissage et la concentration, mais à force, vous finissez par pratiquer n'importe où, n'importe quand, sans que ce soit perturbant, même dans le métro par exemple. Donc la relaxation dynamique, elle apprend à se connaître, à vivre dans le présent, à renforcer son identité, ses valeurs et à prendre conscience de ses ressources. Et ça, c'est essentiel pour la réalisation de son objectif. Lors d'une séance, entre chaque exercice, j'invite la personne à marquer un temps de pause pour observer sans jugement tout ce qui va se passer en elle. Les sensations, les pensées, et toujours amener l'attention de la personne sur ses sensations corporelles pour garder cette présence au corps. Ce sont des exercices qui sont faits en conscience et pas par automatisme. Ça permet aussi à la personne de prendre conscience de ce qui est bon pour elle, de ses besoins du moment. C'est quelque chose qui s'apprend. Parce que dans notre société, on accorde au corps bien souvent que l'importance de l'apparence. Et en répétant ces expériences, en y mettant une intention, la personne découvre toujours des nouvelles sensations et déclenche des prises de conscience. Par exemple, lorsque vous marchez, lorsque vous prenez une casserole pour faire cuire des pâtes ou que vous brossez les dents, il y a un geste qui débouche sur une action et tout est plus ou moins automatique. Et bien là, l'idée, c'est de se concentrer sur les sensations générées par le geste pour l'affiner, pour qu'il soit agréable à vivre. Quand le geste devient inconfortable, la personne, elle prend conscience qu'il faut le ralentir ou le stopper. Et on retrouve un plaisir du mouvement. On est, par exemple, dans le cadre d'une préparation sportive, c'est aussi un moyen d'éviter les blessures. On a vraiment conscience du mouvement qu'on fait. Donc la personne, elle va prendre conscience, par exemple, des muscles qu'elle peut contracter inutilement pour une tâche qui ne nécessite pas. Quand vous prenez, par exemple, cette casserole, vous n'avez pas besoin de serrer la mâchoire. Quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas besoin d'avoir les poings serrés ou les avant-bras contractés, c'est une perte d'énergie. Donc vous apprenez à relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités dans une action. Alors ça demande toujours un peu de temps, mais dans la durée, ça vaut le coup. Et la respiration consciente, durant ces exercices, vont aider à équilibrer le corps, mais aussi le mental et l'émotionnel. Et en fait, vous vous apercevez qu'avec l'entraînement, les mouvements sont plus amples, plus fluides. Et ça, c'est visible de l'extérieur. Un petit exemple, en cours de yoga, ma prof voyait d'un seul coup d'œil si la personne faisait le mouvement en apnée, si c'est la respiration qui suivait le mouvement,
ou si c'est le mouvement qui suivait la respiration. Parce que le rendu à l'extérieur, mais aussi le ressenti intérieur, est complètement différent. Alors respirer, c'est aussi automatique, mais respirer en conscience, c'est une expérience différente. Remarquez par exemple qu'à l'inspiration, vous faites le plein d'énergie et à l'expiration, vous allez accentuer la détente. D'où l'importance de faire des expirations plus longues que les inspirations lorsqu'on est un peu tendu, par exemple. Donc la relaxation dynamique, elle aide à changer son regard intérieur, à développer du positif et affirmer son identité. Et on prend conscience des ressources qui sont disponibles à tout instant. Donc c'est un moyen pour construire la confiance en soi, l'estime de soi, et donc d'atteindre et consolider ses objectifs. Alors, pourquoi j'insiste autant sur le corps? Parce que ce corps, il nous parle. La conquête du corps, c'est la conquête de l'esprit. Le corps, il est dans le réel, dans le présent. Et contrairement au mental, il dissimule pas cette réalité. La fatigue, les maux, le corps, il va pas demander votre permission pour les manifester. Il essaie de vous protéger, de vous alerter, de vous ralentir quand vous tirez trop sur la corde. Et ce, avec ses mots à lui. Ulcère, douleur de dos, psoriasis, etc. Et si le mental s'entête à le faire taire, le corps peut passer au niveau supérieur et vous arrêter complètement avec un burn-out, par exemple. Donc, pour répondre aux obligations du quotidien, des personnes vont tout faire pour masquer les maux, pour rester en quelque sorte performants. Et là, tous les moyens sont bons. Prise d'antidouleurs, prise de vitamines pour donner un coup de boost, ou au contraire, des médicaments pour aider à dormir, etc. Bon, la médecine, elle est indispensable, elle est salvatrice, elle nous aide à nous réparer, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'un seul instant, ces personnes en question, qui sont soucieuses de répondre aux obligations de leur vie quotidienne, ont à un moment écouté leur corps quand il souffrait? Donc, elles le font taire jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il dise stop. Donc là, il y a un désaccord entre le corps et l'esprit. Ce corps, on finit par lui en vouloir, il devient un frein, un ennemi, alors qu'en réalité, c'est notre meilleur allié. Et se réconcilier avec son corps, c'est aussi ne plus le considérer comme quelque chose de matériel. On dit qu'on a un corps, là, l'idée, c'est d'intégrer le corps dans une unicité en disant « je suis un corps ». Parce que finalement, on ne se voit pas tel que nous sommes, mais tel que nous croyons être, tel qu'on aimerait être ou tel que nous croyons que les autres nous voient. Et la façon dont on voit notre corps est directement liée à la relation qu'on a développée avec le monde. Et ça passe aussi par le regard que les autres ont porté sur nous. C'est ça qui détermine notre manière d'être là aujourd'hui. Il y a une différence entre le corps réel, le corps pensé et le corps idéalisé. Et cette image du corps posée dans notre mental, cette image imaginaire, c'est ce qu'on appelle le schéma corporel. C'est une représentation mentale, personnelle, complètement subjective de son corps qui implique la posture, le mouvement, les sensations perçues, le volume, la forme et son vécu aussi. Donc pour retrouver une perception réaliste de soi, il faut faire un travail en dépassant ses propres interprétations. C'est ce qu'on appelle le principe de réalité objective. Et en sophrologie, on réactive ce lien entre le corps et l'esprit à travers l'écoute des ressentis, des phénomènes, parce qu'en premier lieu, il s'agit d'une expérience corporelle. Il y a un travail de posture, un travail d'écoute, de respiration, et c'est important parce que c'est notre corps qui nous aide à comprendre nos besoins, nos limites et aussi nos possibilités. Vous prenez par exemple une situation stressante, elle va créer des tensions musculaires, des tensions respiratoires, des douleurs, des désordres digestifs. Ce corps nous parle. Et les techniques proposées vous aident à relâcher ces tensions, à prendre conscience de zones peut-être que vous auriez occultées et développer des prises de conscience qui vont vous amener à changer ou adapter certains comportements qui vous nuisent. Et en plus, quand on se ramène au corps, il n'y a plus de place pour les ruminations, les doutes, les peurs, les incertitudes, tout ce qui génère du stress et de l'anxiété. Parce qu'à ce moment-là, vous vous focalisez sur quelque chose de bien présent. Donc ça, c'est pour la relaxation dynamique. Et le deuxième exercice qu'on propose systématiquement en séance, c'est ce qu'on appelle la sophronisation. Donc en fait, c'est un exercice qui est inspiré d'hypnose et qui s'appuie sur la suggestion mentale. L'idée, ça va être de créer des ressentis positifs dans un état de conscience modifié. Donc, vous prenez par exemple l'histoire de la confiance en soi. La confiance en soi, elle commence dans l'esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en ses capacités si on entretient sans cesse des pensées négatives, si on se dénigre en permanence? Vous voyez, tout est une question d'attitude. Il faut imprégner son esprit de pensée positive pour espérer profiter de cette force qui est en chacun de nous. Et il y a un principe en sophrologie qui énonce que les pensées positives
entraînent des actions positives qui développent à leur tour des ressentis positifs. Et comme ça, la personne prend conscience de son potentiel et développe de nouvelles capacités. Le psychiatre Karl Menninger disait que les attitudes importent plus que les faits. Votre façon d'envisager une situation, elle peut entraîner son succès ou son échec. Tout ce qui est confiance, optimisme peut influencer les événements et permet de surmonter tout problème éventuel. Donc la sophrologie, ce n'est pas une magie ou un mystère, mais vraiment une méthode avec un ensemble de techniques. Elle encourage à devenir autonome, responsable dans la quête de son bien-être. Parce qu'en fait, on constate que dans notre système de santé, on a pris l'habitude depuis petit à être passif dans notre santé. Vous vivez, vous vous dépassez, vous mangez mal, vous bougez peu, et puis quand vous tombez malade, vous allez chez le médecin. Le médecin, il vous fait des prescriptions. Jusque-là, tout va bien. Mais une fois guéri, vous recommencez votre boucle et ainsi de suite. En clair, toute notre vie, on se fait rafistoler sans prendre les problèmes à la source et sans rien faire au final pour ne tout simplement plus tomber malade. On est dépendant des médecins. On compte sur leurs compétences, sur leur savoir-faire et on se laisse porter par ça. Et à mon sens, vous rendre dépendant d'un thérapeute, c'est contre-productif. Chaque personne doit être l'artiste de sa propre vie. Moi, je suis juste un coup de pouce qui va vous aider à atteindre cet objectif, que ce soit dans la gestion du stress, de la douleur, des acouphènes ou encore d'une phobie. L'idée, c'est de vous aider à gérer efficacement vos soucis, vous créer une vie libre. Et ça, par contre, ça implique une petite révolution. Il faut investir sur vous-même. Donc, en bref, pour finir là-dessus, un sophrologue, c'est un professionnel qui exerce dans la catégorie des métiers d'aide à la personne. Il travaille donc dans le domaine des sciences humaines dans un but thérapeutique, pédagogique et préventif. Après, la sophrologie reste de la sophrologie et ça ne remplacera jamais les compétences des diverses professions médicales ou sociales. Bien sûr, ouais. Ça se rejoint beaucoup avec ce qu'on disait avec Valérie dans le podcast sur la médecine traditionnelle chinoise, qu'il fallait vraiment, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. C'est vraiment ça, Mais ça sert à rien, complètement. en fait. Ouais. Et en discutant beaucoup avec Val, il y a énormément de similitudes entre la médecine traditionnelle chinoise et la sophrologie. De toute façon, tout est lié, tout est complémentaire. La démarche est la même, que ce soit en MTC, en sophro, en hypnose, etc. Finalement, l'objectif est le même. C'est réapprendre aux gens à maîtriser leur santé et puis à devenir acteurs de leur vie. Ouais, tout à fait. On voit sur ton Instagram, et tu nous as un petit peu aussi parlé dans l'introduction, que tu as plusieurs spécialités, dont celle d'accompagner dans la maladie. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de ta profession? En quoi ça consiste un petit peu? Est-ce que ça concerne juste le cancer ou si c'est d'autres maladies? Comment tu accompagnes ces personnes, etc.? Alors, déjà, pourquoi l'accompagnement de la maladie? Parce que c'est un sujet un petit peu délicat. C'est que dans ma vie, justement, j'ai rencontré énormément de médecins. Et parfois, je tombais sur des professionnels de santé qui prenaient en considération d'autres choses que ce pourquoi je consultais. Je pense à un médecin spécialiste que j'avais vu pour des ulcères à l'estomac. Et il me posait tout un tas de questions sur mon cœur, ma thyroïde, mais aussi mon boulot, mes projets d'avenir, mon état émotionnel du moment. Et à ce moment-là, j'ai compris l'importance de considérer une personne dans sa globalité lors d'une prise en charge médicale. Donc en parallèle, j'ai commencé à voir un praticien en médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait de l'EFT et de la sophro. Et tout était devenu clair dans ma tête. Travailler dans un cadre pluridisciplinaire, c'est reconnaître qu'un être humain, ce n'est pas qu'un corps. Et c'est pour ça que le choix de me spécialiser dans l'accompagnement de la maladie était une évidence. Donc aujourd'hui, je me rapproche de professionnels de santé parce que c'est un domaine dans lequel je ne peux pas travailler toute seule, qui sont aussi dans cet état d'esprit pour une approche globale et concrète des problématiques des gens. Donc, dans un cadre préventif, je vais mettre en avant l'importance d'investir dans sa santé au lieu de payer sa maladie et donc de consulter avant qu'un mal ne s'installe. Mais j'ai aussi vu à quel point la sophrologie était précieuse dans le cadre d'un traitement thérapeutique. Et travailler en synergie avec des professionnels du corps médical, ça ouvre le champ des possibles dans le domaine du soin et de la guérison. Alors, je vais te parler un petit peu du cas du cancer, puisque tu me l'as évoqué, mais finalement, dans l'accompagnement de la maladie, on intervient sur tout. Ça peut être les maladies de peau, ça peut être les maladies respiratoires, ça peut être le sida, ça peut être
Voilà, l'accompagnement en fin de vie aussi, vraiment on travaille sur tout. Donc ça va vraiment de la simple gestion du stress à la thanatologie, quoi. Mmh. Donc, pour prendre exemple du cancer, pour t'apporter une réponse concrète sur en quoi la sophrologie peut être utile dans ce genre de domaine, tu prends dans le cas du cancer, il y a un choc traumatique. Le cancer, une fois qu'il y a eu l'annonce, enfin, il atteint l'intégrité d'une personne. Donc la personne, elle est soumise à des changements brutaux qui sont liés à la maladie et au traitement qui entraîne une rupture entre son corps et l'image qu'elle s'en fait. Et dans ce genre d'épreuve, il y a souvent un sentiment d'impuissance, de perte de maîtrise. Il y a une peur aussi. Et tout ça, c'est amplifié avec la fatigue qui va être induite par les traitements de chimio, de radiothérapie, etc. Donc avant le traitement, la personne ne sentait pas son cancer. En gros, il était là, mais il était silencieux. Et dès que les traitements arrivent, bah là, c'est l'apocalypse parce que la personne, elle ressent des douleurs, de la fatigue, des choses qu'elle ne ressentait pas avant de prendre ses traitements. Donc là, par exemple, on va faire un travail pour réconcilier la patiente ou le patient avec les traitements pour qu'elle ne les voit plus comme des ennemis. Ensuite, donc parce qu'à ce moment-là, la personne, il faut bien se dire qu'elle perçoit un peu son corps comme le terrain de jeu des médecins. Mmh. Et tout le reste passe au second plan. Donc il ne reste que l'obsession de la maladie et la sophrologie peut aider la personne à vivre l'instant présent, à retrouver un sentiment de sécurité et un réinvestissement de son corps. Elle va aider la personne à découvrir des sensations agréables et différentes de celles qui sont imposées par son état. Donc elle va être aussi invitée à exprimer ses ressentis pour qu'elle puisse mettre des mots sur ses mots. Et parce que le cancer, bah, quand ça nous tombe dessus, c'est quand même un grand bouleversement. Il y a trauma, soit dans l'annonce, soit dans les conséquences du traitement. Donc c'est une blessure qui est tant physique que psychique. Et la personne, elle va se voir comme un corps malade et s'enfermer dans une prison de solitude et de souffrance. Elle va subir la maladie, elle va subir le traitement, elle va subir les conséquences du traitement. Donc il y a vraiment tout un travail à faire autour de ça, parce que c'est quand même une maladie qui confronte la personne à la peur de mourir, avec des phases de combativité et aussi des phases de lassitude, où la personne elle a juste envie que tout s'arrête. Et en sophrologie, on va travailler sur le renforcement de la combativité, du goût de vivre, lui dire mais non, lâchez rien. Et au niveau du corps, on va aider la personne à se réapproprier l'image de son corps dans un principe de réalité objective et à lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas le cancer, mais que ça concerne une zone isolée dans son corps. Et ça, déjà, une fois que c'est compris, ça change beaucoup de choses. Donc, d'une manière générale, la sophrologie, elle est particulièrement utile dans la démarche d'acceptation des traitements médicaux et elle optimise leur efficacité. Donc, c'est quand même important de souligner qu'aucun sophrologue non médecin ne peut faire de prescription. Il n'est pas non plus habilité à vous dire si oui ou non vous pouvez stopper un traitement. Au contraire, mon rôle à moi, ça va être d'appuyer la prescription médicale. Donc, dans l'accompagnement de la maladie, les grands axes, ça va être l'aide au traitement, le renforcement des ressources face à la maladie pour optimiser le potentiel de guérison, la reconstruction après la maladie, surtout après un cancer, la préparation aux interventions, la préparation aux traitements médicaux lourds, l'aide à la lutte contre la douleur, et puis après, en fonction, tous les protocoles élaborés à la demande. Mais par contre, c'est une démarche qui implique d'être acteur de sa guérison. Il y a une prise de conscience qui s'opère à ce niveau parce que dans le domaine de la santé, quand une personne tombe malade, elle va avoir tendance à attribuer ces maux à un excès de gras, un excès de stress, un excès de travail, etc. Et le monde médical, il peut aider les personnes avec des traitements, par exemple dans le cas du diabète ou de l'hypertension, mais il n'existe aucun médicament qui nous met à l'abri des conflits émotionnels. Et puis on sait que l'état mental, l'état émotionnel a un impact sur le plan physique. Et intégrer une meilleure connaissance de soi, ça offre un soulagement permanent. Donc attention, parce que là, comme je touche quand même au domaine médical, je veux quand même préciser que déjà chaque cas est unique et Mmh. que je suis en aucun cas en train d'avancer que les gens pourraient se passer le médicament s'ils faisaient tous de la sophrologie, hein. Je dis simplement qu'il est intéressant de remonter à la source pour avoir un soulagement durable. Bien sûr. Et pour prendre mon exemple, quand je suis arrivée dans le cabinet de mon médecin, donc en 2013, avec une colonie d'ulcères dans l'estomac, sa première prescription était changer de boulot et éviter les aliments suivants. Mmh. Alors, bien sûr, à ce moment-là, il m'avait aussi donné un traitement pour me soulager et faire en sorte que je me rétablisse plus vite. Mais ce qu'il voulait dire, c'était que
ces médicaments qui pouvaient me soulager ne régleraient jamais le fond du problème. Mmh. Tout à fait. C'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé, qu'on accentue un petit peu sur le cancer puisque malheureusement, j'en connais pas mal dans ma vie et j'en ai moi-même eu un et quand j'étais petite, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose, dont je me rappelle dans le sens où, l'annonce, comment je l'ai vécu, tout ça, puisque, ben, j'étais vraiment petite. Mais par contre, tout ce qui est après le cancer et comment tu te réadaptes à ton corps et cetera, ça me parle beaucoup puisque je pense que j'aurais vraiment, dû avoir un suivi, de ce point de vue-là, tu vois? Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mmh. Donc c'est cool Tout que à qu'on fait, ouais. en parle aujourd'hui, ouais. Mmh. J'aurais voulu savoir aussi, selon toi, comment, c'est possible pour les gens qui nous écoutent, d'intégrer un petit peu la sophrologie dans son quotidien? Puisque c'est quelque chose que je demande, un petit peu à tous les praticiens que je rencontre. Parce que je trouve que c'est intéressant d'être autonome aussi, comme tu disais, au niveau de sa santé Mmh. et voilà, d'être, proactif dans sa santé et de pouvoir faire certaines choses par soi-même, chez soi, par exemple. Bah, justement, l'objectif de la sophrologie, c'est de l'intégrer dans son quotidien. Une Mmh, séance de sophrologie en cabinet, c'est bon, ça va relaxer, hein, c'est une super détente, mais si derrière il y a un objectif à atteindre, ça va être la répétition qui va faire que la personne va devenir autonome et que l'objectif va être atteint. Donc en fait, en séance, je propose des outils, des exercices que la personne, une fois chez elle, doit s'approprier pour les intégrer dans son quotidien. Donc, ce ne sont plus les outils de la sophrologue, ce sont les outils de la personne. Donc, c'est des exercices qui sont courts, absolument pas chronophages, qui sont simples à mettre en œuvre et qui sont adaptés à n'importe quelle condition physique ou d'âge. mmh, Et c'est axé sur l'autonomie de la personne. Donc, il faut être patient et intégrer progressivement les techniques qui sont vécues en cabinet. Le sophrologue, il est là pour vous accompagner dans une démarche qui est active de votre part. Et il faut quelques séances pour avoir des résultats significatifs. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça demande de l'implication. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez devenir réceptif et intégrer des automatismes. C'est exactement le même processus que lors d'apprentissage d'un instrument de musique, par exemple, ou d'un nouveau sport. Et c'est cette assiduité dans l'entraînement en interséance qui va rendre la personne autonome. Le sophrologue, il est là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre existence. Donc, les techniques qui sont mises en place dans le quotidien aident à retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité, un relâchement du corps et vous aident aussi à amener plus de souplesse dans vos actes et vos jugements. Les exercices de respiration, de relaxation dynamique, d'automassage même, ça prend que quelques minutes. Et quand une personne coince sur la mise en place dans son quotidien, bah, je l'invite à me faire part de ses routines quotidiennes pour lui proposer d'y intercaler tel ou tel exercice. En général, ça fonctionne bien. Mais finalement, le plus gros effort à fournir, je dirais que c'est juste de ne pas se mettre de côté. mmh. Je pose, souvent, la question aux praticiens, que je rencontre, histoire de, faire comprendre aux gens que les cosmétiques et la peau de manière générale et le bien-être, c'est hyper lié. On en a un petit peu parlé du coup, juste avant, mais, est-ce que tu peux m'expliquer, quel lien tu fais toi entre la beauté donc de la peau et le bien-être intérieur? Oui, alors je vais répondre par une autre question. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de constater qu'une personne a pris un coup de vieux ou est marquée par la vie? Mmh Bah et oui, parce que les souffrances, les épreuves, les croyances même, elles se gravent dans notre corps. Et j'aime dire que l'inverse est vrai aussi. Une personne qui est heureuse, épanouie, elle aura un teint frais et lumineux. La sophrologie, elle est indiquée, par exemple, pour ralentir ou stabiliser le vieillissement. Mais attention, faut encore avoir une bonne hygiène de vie en conséquence parce que bah, tu auras beau faire de la sophrologie tous les jours, si derrière tu prends une cuite tous les soirs, que tu mmh, fumes 50 cigarettes par jour et que tu manges que du fast-food, ça va pas faire de miracle non plus, hein. Mais ouais, pour la peau, bah, la peau déjà, c'est l'organe qui recouvre tout le corps et qui délimite ce qu'il y a à l'intérieur du monde extérieur. C'est l'organe qui protège le corps, qui protège les cellules, les muscles. C'est une barrière naturelle, une barrière qui encaisse aussi les chocs. mmh, Et, heu et la peau, c'est vraiment le miroir, de notre vie intérieure. C'est le prolongement de notre ressenti. La peau, elle reflète l'état intérieur, l'état de la relation aux autres et elle réagit à ces facteurs. Quand une personne vit un stress profond, par exemple, elle peut développer de l'eczéma ou du psoriasis.
Elle montre les problèmes qu'il y a à l'extérieur comme à l'intérieur. Lorsque vous ressentez une profonde injustice, par exemple, bah, vous devenez rouge de colère. Une personne en détresse qui peut se marquer de scarification parce qu'elle est écorchée vive. Mmh. Lorsqu'il y a eu une agression sexuelle, la peau peut geler la sensibilité pour ne plus avoir à ressentir cette sensation désagréable. Un coup de soleil, il va vous rappeler qu'il faut éviter l'exposition prolongée. Mmh. On sait aussi, par exemple, que le fast-food peut favoriser l'apparition de l'acné et affecter le fonctionnement du foie, organe lié à la colère. Mais si je mange de cette façon, est-ce que ça ne serait pas aussi pour combler un vide intérieur? Ça, c'est juste une piste de réflexion parce que, en réalité, c'est quand même l'objet d'un autre sujet qui est la sophronutrition, mais c'est pour bien faire comprendre que tout est absolument lié. Quand une situation vous donne des boutons, vous êtes contrarié, soucieux, en proie à des pensées toxiques, peut-être parce que il y a aussi des émotions refoulées et que le corps, lui, bah, il s'est autorisé à les manifester de cette façon. Et en redevenant plus doux avec soi-même, on recrée une harmonie entre le corps et l'esprit et la peau redevient aussi plus douce. Mmh. Alors là, je vais te donner un exemple concret qui m'avait énormément marqué. C'était un de mes premiers accompagnements. C'était une femme qui était venue me voir pour une problématique de gestion émotionnelle. Elle ressentait énormément de colère, elle avait toujours une boule dans le thorax, dans le ventre, et sa peau était très très épaisse, presque calleuse sur le visage. Hein. Et elle était sombre et elle avait beaucoup de boutons. Donc on a travaillé sur la gestion de sa colère, donc avec des notions comme la douceur, la sérénité, l'acceptation, la déculpabilisation, le lâcher prise. Et au bout de 5-6 séances, c'était flagrant. Mais même cette jeune femme m'a dit, j'ai vraiment une jolie peau. Même mes collègues me l'ont fait remarquer. J'ai plus de boutons, j'ai Mmh. bien lumineux. Et effectivement, c'était impressionnant. Et c'est là que j'ai réalisé l'impact que ça pouvait avoir sur la qualité de la peau, en plus bien sûr de l'alimentation. Hein, parce qu'en étant plus sereine, plus détendue, en ayant appris à prendre du recul, à percevoir les choses sous un autre angle, c'est tout son physique qui en a été impacté. Elle se tenait aussi plus droite. Vraiment, c'était une libération. Donc voilà le lien que je fais entre la peau, la, la beauté de la peau et la sophrologie, c'est que de toute façon, la peau, ce n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Tout à fait. Ouais, je suis persuadée, enfin, ton exemple, il est criant de vérité pour moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup de par mon expérience personnelle, enfin, j'ai du coup, comme, je te disais, plus tôt, j'ai moi-même, eu une maladie, pas top et j'ai souffert d'acné, quasiment toute ma vie et je suis intimement persuadée que c'est lié parce que dans ma famille, personne n'en a jamais eu et cetera quoi, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc je suis contente que tu en parles. Du coup, pour, la fin de ce podcast, j'ai une petite question traditionnelle. J'aurais voulu savoir quel était ton mantra? Pouh, alors ça, c'est vraiment, je crois que c'est la question la plus difficile de ton podcast, Clara. Tout simplement parce que je crois que j'en ai des centaines. Alors, aujourd'hui, comme on a beaucoup parlé médical, on va dire que ah, je peux en dire deux. Oui. Allez, alors, le premier, c'est ce que j'ai dit un peu précédemment, c'est investissez dans votre santé au lieu de payer votre maladie. Mmh. Et une citation d'Hippocrate, vu qu'on est dans le domaine médical, qui dit que la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Mmh, c'est joli, j'aime beaucoup. Ça m'inspire. Bon, bah, je suis super contente, de t'avoir reçu sur ce podcast. C'était vraiment un plaisir. J'ai énormément appris, c'était super intéressant, surtout que moi, la sophrologie, c'est pas du tout quelque chose que je connaissais, de base avant de faire, ce mois-ci. Donc, j'ai été hyper contente, hyper ravie de te recevoir et puis, j'espère qu'on se verra en vrai du coup et qu'on aura l'occasion de se retrouver. Ce sera avec une joie non dissimulée parce que c'était un plaisir également pour moi de partager des petits moments comme ça avec des gens passionnés et curieux. Je trouve ça mais, tellement rafraîchissant. Donc, merci à toi, Clara. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.